Bonjour à tous, je suis Caroline Ségara et je vous présente Face S numéro 4 consacré à chapeau melon et bottes de cuir. Et pour cela, nous avons fait le déplacement tout spécialement jusqu'à Londres. Alors, nous allons rencontrer notre spécialiste sur la série Chapeau melon et bottes de cuir. Il s'agit de Steve 3003 et je constate qu'il est déjà là. Venez avec moi. Bonjour Steve 3003, ça va bien? Bonjour, très bien et toi? Mais ça va très bien, on va pouvoir commencer l'interview et regardez où nous sommes. Nous sommes devant la maison de John Steed. C'est la maison originale de la série Chapeau melon et bottes de cuir. En 1961 apparaît à la télévision The Avengers, qui sera traduit en France par Chapeau melon et bottes de cuir. La saison en noir et blanc met en vedette le Dr Kill et Steed n'est que son assistant. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un spécialiste de la série Chapeau melon et bottes de cuir. Il s'agit de Steed 3003, bonjour. Bonjour. Et on va en profiter pour lui poser plein de questions, comme par exemple concernant la genèse de la série télé qui a donc commencé en 1961. Elle était en noir et blanc. Elle a été créée par Sidney Newman et Leonard White, avec Ian Hendry en vedette dans le rôle du Dr Kill et Patrick McNee, qui était seulement en second couteau en tant que John Steed. Est-ce que tu peux donc nous expliquer cette première saison et surtout le drame en fait, qui a donné le titre à la série en version originale, qui est donc The Avengers, et la façon dont elle se démarque par rapport aux autres saisons? Alors donc au départ, Chapeau melon et bottes de cuir, ça a été créé principalement pour l'acteur Ian Hendry, qui avait fait une série très populaire à l'époque qui s'appelait Police Surgeon. Et donc cette série a d'abord été créée pour lui. Et donc pour le personnage de David Kill, et comme tu disais en effet, John Steed, Patrick McNee au départ c'est un second couteau, c'est pas le premier rôle. Et l'origine de la série du titre The Avengers, les Vengeurs, c'est parce que la fiancée du Dr Kill se fait assassiner au premier épisode, et donc celui-là va chercher à la venger, avec l'aide donc d'un agent, on ne sait pas trop pour qui il travaille au départ, qui est donc John Steed, Patrick McNee. La série, elle a eu un succès immédiat, a priori, non? Ou alors c'est venu au fur et à mesure des épisodes? Alors au départ, la première saison a eu un succès suffisant pour commander une deuxième saison. À la fin de la première saison, Ian Hendry n'a pas souhaité continuer, il voulait consacrer sa carrière au cinéma. Et c'est surtout à partir de la deuxième saison, et notamment avec l'arrivée de Cathy Gale, que la série va devenir très populaire, pour le moment seulement au Royaume-Uni. Au départ, sur les saisons 2 et 3, c'est très populaire, mais seulement au Royaume-Uni. Est-ce qu'il manque des épisodes? Parce que la question est, penses-tu qu'on pourra un jour retrouver intégralement les épisodes de cette saison? Ça veut dire que potentiellement, il en manque? Exact, oui, parce que donc les saisons 1 à 3 de Chapeau melon et bottes de cuir, c'était tourné, ce qui peut paraître fou aujourd'hui pour de la fiction, mais c'était tourné en direct. C'est-à-dire que c'était quasiment du théâtre filmé en direct, où les gens changeaient de décor, de plateau, tout était fait en direct. Et beaucoup d'épisodes de la saison 1 n'ont pas été conservés parce qu'en fait, ils utilisaient la pellicule pour enregistrer, pour mettre d'autres épisodes. D'accord, alors c'est un petit aparté, mais il me semble qu'il s'est passé exactement la même chose pour Doctor Who. Les tout premiers épisodes étaient filmés de la même façon et du coup, ils les ont pas. C'est quand même un peu dingue de se dire voilà, qu'une chaîne nationale réenregistrait par-dessus. Ça m'avait beaucoup amusé à l'époque où j'avais su. Et je me constate que voilà, il y a plusieurs séries qui ont subi la même chose. Nous allons maintenant parler de Brian Clemens. Est-ce qu'il figurait dans le cast dès le départ ou est-ce qu'il arrive un petit peu plus tard dans la série?
Alors tout à fait, il écrit dès le deuxième épisode qui s'appelle Broad to Book. Brian Clemens est scénariste, mais sur les saisons 1 à 3, il contribue principalement en tant que scénariste. C'est véritablement à partir de la saison 4 qu'il va arriver à avoir un véritable rôle de producteur exécutif de la série, où il va vraiment prendre les décisions artistiques qui touchent l'ensemble de la série. Donc au départ, il est simplement scénariste sur quelques épisodes. Très bien. C'est avec la deuxième saison et Cathy Gale que Steed passe au premier plan. Très différente des autres, la série est pourtant lancée. Alors concernant la saison 2, maintenant qu'on a bien compris ce qui se passait sur la saison 1, on va parler de Cathy Gale, donc, qui est interprétée par Honor Blackman, hein, qu'on a pu voir donc, dans Columbo et James Bond. Donc déjà voilà un beau CV. Et on va parler aussi donc, de la saison 3, où on retrouve le look définitif de John Steed, qui va rester du coup le même tout le reste de la série. Est-ce que tu peux nous expliquer tous ces changements et par qui ou pourquoi est-ce qu'ils ont été faits et l'impact sur la série? Donc, suite au départ de Ian Henry, les scénaristes vont d'abord avoir 3 personnages sur la saison 2. Il y a un premier personnage qui est le Dr King, déjà qui annonce Tara King mais qui n'a aucun rapport familial avec elle, et qui va être un personnage assez proche donc du docteur de la première saison de Ian Henry. Il va y avoir un deuxième personnage qui est une chanteuse qui s'appelle Venus Smith, qui est un personnage féminin assez classique. Et il va y avoir le troisième personnage dont tu me parles, qui est Cathy Gale, interprétée par Honor Blackman, et qui elle va véritablement s'imposer. Donc dans les épisodes qu'elle va faire sur la saison 2, il va être donc le personnage permanent pour la saison 3. And to you, my dear, and many of them. C'est vrai que sur les premières saisons, il a un peu un style un peu polar, classique. Et c'est vrai que lui, Patrick Macnee, va vraiment mettre beaucoup de lui-même pour lui imposer cette sorte de style british, gentleman anglais, qui était vraiment lui, quoi, qui était sa personnalité. Donc c'est vraiment Patrick Macnee avec également Brian Clemens qui va contribuer à l'évolution très importante du personnage pour atteindre ce qu'on connaît nous aujourd'hui, notamment voilà, ce qui va être complètement dessiné plus dans la saison 3, vraiment dans la saison 4 et dans les saisons suivantes. Mais c'est réellement en 1965, avec la 4e saison, toujours en noir et blanc, avec l'apparition d'Emma Peel, que la série va décoller et sera connue du monde entier. Je crois que justement, a priori, on va en parler de cette saison 4. Elle était déjà en noir et blanc à l'époque. Enfin, tout ça, c'était en noir et blanc, a priori. Mais sur support film. Mais sur support film, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que donc les épisodes des saisons 1 à 3 sont tournés en support vidéo, donc en direct, comme je te disais. Et sur la saison 4, ils vont être sur du support 35 mm. Donc le support 35 mm, c'est un support qui contient en lui jusque de la 6K, je crois, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils veulent remasteriser, par exemple, Chapeau les bottes de cuir en 4K, ils peuvent le faire. Comme ils l'ont fait d'ailleurs déjà en HD, ils ont fait des belles remasterisations. Et donc voilà, c'est vraiment une image impeccable. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le gros changement par rapport aux saisons précédentes, même si on reste en noir et blanc. Mais il y a vraiment un vrai apport du support film qui vraiment apporte une vraie richesse qu'ils ne pouvaient pas avoir avant quand ils tournaient à la fois en direct. Donc, et au niveau de la qualité de la réalisation, des lumières, etc., du montage, voilà, là, on passe vraiment dans une autre dimension. Dans cette saison 4, l'un des plus gros changements, c'est l'apparition de Emma Peel, interprétée par Diana Rigg, donc qui devient la partenaire de John Steed. Et il y a donc un fameux générique qui arrive à ce moment-là également, qui est celui le plus connu de tous, en fait, de tous les fans. Qu'est-ce qui le rend si particulier par rapport aux autres et concernant Emma Peel aussi, qu'est-ce qui la rend si différente? Alors oui, en effet, donc pour les saisons 1 à 3, c'est Johnny Dankworth qui était le compositeur et qui a fait le générique un peu oublié aujourd'hui. Et le véritable générique dont tu parles et que tout le monde connaît aujourd'hui, celui qu'a fait donc Laurie Johnson à partir de la saison 4. Et pour Emma Peel, donc là c'est vrai que par rapport à Cathy Gale, ils ont rendu le personnage encore plus sexy, un peu plus féminin. C'est vrai que le personnage de Cathy Gale,
Et c'est ce que disait d'ailleurs Diana Rigg, disait en fait pour Cathy Gale, ils sont pas trop embêtés, ils ont juste repris les scénarios qu'ils avaient écrits pour des hommes, ils ont juste mis son nom à la place. Au final, c'était un, voilà. Et là, vraiment, tout en gardant la force du personnage, ils vont complètement embrasser le côté féminin. Et c'est vrai que Diana Rigg est vraiment exceptionnelle dans ce rôle. Ça va devenir une vedette internationale très rapidement et qui va faire, voilà, qui va vraiment devenir comment on dit, un, un sex symbole, voilà, excuse-moi, un sex symbole dans le monde entier dans les années 60. Oui, j'ai cru voir des photos très sexy de la demoiselle sur internet. À l'époque, ouais, en tout cas, elle était voilà, jeune. Parce que bon, maintenant, elle a quel âge maintenant? Oh, je crois qu'elle a plus de 70 ans maintenant. Mais elle va bien sa carrière. Je vois qu'elle connaît un beau succès avec Game of Thrones. Exactement ce que j'allais dire. Ouais, ouais, les gens la retrouvent. Parfois, les gens la reconnaissent pas parce que je crois qu'elle filme beaucoup, la pauvre, donc c'est pas bien de filmer. Mais bon, moi je trouve elle reste. Pour moi, c'est une des meilleures actrices anglaises, même à ce jour aujourd'hui, Diana Rigg. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. C'est après être passé en couleur à la saison 5, avec le départ d'Emma Peel et l'arrivée de Tara King, que la série s'achèvera avec une unique saison, la numéro 6. Where's what? The body. The body? The corpus delicti. Oh, I'm not particular. It could be stabbed, strangled, riddled with bullets, mutilated beyond recognition. I'm losing. No. No? Oh. My leg trip. A prodigious throw. Very good. Meanwhile, I'm invited to dinner by the diabolical mastermind. Of course, it's a trap. Non. Ça ne vous servira à rien, Madame Pearl. Je viens purger le monde du mal. J'apporte la justice et la vengeance à ceux que ni homme ni loi ne peuvent toucher, et à ceux qui se dressent contre moi et contre mes desseins. On va maintenant parler de la saison 5 qui passe à la couleur. Donc sur la 4 on est en noir et blanc, on arrive à la 5 on est en couleur. Et sur la saison 6 on voit donc arriver Tara King qui est interprétée par Linda Thorson. Et c'est la fin du show en 1969. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Et puis bon, bah, le départ de Diana Rigg, l'arrêt de la série, tout ça, tout ça. Triste jour de 1969. Pourtant c'est l'année érotique. Hein. Ah. Alors, donc pour revenir donc, à ta première question qui était le passage à la couleur, c'était une des demandes donc, de la chaîne américaine qui était ABC, qui existe toujours d'ailleurs, de l'époque. Ils disaient oui, on est intéressé par la série, parce qu'ils voyaient que donc, la saison 4 connaissait encore un succès extraordinaire ici au Royaume-Uni, mais nous on a besoin de la couleur. Même si c'est vrai qu'à l'époque au Royaume-Uni, il y avait très peu de gens qui étaient équipés. Aux États-Unis, il commençait à y avoir une majorité de foyers qui étaient équipés en télévision couleur. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est vrai que les Anglais ont vu la saison 5 en noir et blanc, même ça a été produit en couleur, parce qu'une majorité d'entre eux n'avaient pas les téléviseurs en couleur. Donc c'était principalement pour le marché américain qu'il y a eu ce passage à la couleur. Ensuite, pour l'épargne, donc Diana Rigg, donc elle a fait 2 saisons, elle a fait la saison 4, la saison 5, qui sont, la saison 5 je pense que c'est la plus connue de la série aujourd'hui pour une majorité de téléspectateurs. Elle est partie tout simplement parce qu'elle voulait reprendre sa carrière au théâtre. Voilà. Elle pensait qu'elle avait fait le tour du personnage. C'est vrai que c'est une actrice de formation très classique, donc pour elle, ce qui l'intéressait plus, c'était les rôles. Voilà, au-delà du succès et des aspects financiers, elle, c'était vraiment, elle avait un peu une conception artisanale du métier. Elle voulait revenir à ce qui lui faisait le plus plaisir, et ce qu'elle a toujours fait, même jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le théâtre, qui a vraiment été sa priorité dans sa carrière d'actrice. Et ensuite, donc pour la saison 6, donc pourquoi la série s'est arrêtée? C'est tout simplement à cause de la concurrence et parce que donc il y avait un programme qui marchait très bien sur NBC, c'était un programme comique que tout le monde a oublié aujourd'hui qui s'appelle Rowan and Martin's Laugh-In, voilà, qui est cartonné et qui a fait donc une grosse chute de l'audience pour la saison 6. Et comme la chaîne américaine qui était un des principaux financiers de la série dit bah non, nous on arrête. Malheureusement, donc malgré le succès en Europe, la série a dû s'arrêter, tout simplement. C'est triste. C'est triste. Notre première partie de l'émission consacrée à chapeau melon et bottes de cuir s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans notre deuxième partie de l'émission pour parler des New Avengers ainsi que plein d'autres surprises. Bye!
Je pense, je suis pas sûre. Est-ce que je peux parler anglais? Oui, bien sûr. Ok.